On le voit, Jean-Michel Arnaud, hein, c'est un plan en 4 étapes, un calendrier finalement très progressif. Est-ce que ça vous paraît cohérent, prudent, voire trop prudent? D'abord, je me réjouis que le président de la République fixe un cap. Et je souhaite simplement que ce cap soit tenu. Je vous rappelle que il y a quelques semaines, quelques mois, il fallait tenir un mois de plus pour gagner et vaincre les conséquences de la crise sanitaire. Et on se pose la question quelques mois après de savoir si on n'a pas perdu un mois, une semaine, en ne pas confinant suffisamment et de manière suffisamment dense le pays pour faire baisser la pression sur l'instrument hospitalier qui accompagne nos concitoyens. Donc des perspectives sont fixées, je m'en réjouis. Ceci étant dit, quand on regarde un peu l'esprit des propositions, on recouvre une liberté, mais une liberté surveillée, une liberté conditionnelle, une liberté qui n'est pas territorialisée, contrairement à des propositions qui avaient été faites notamment par le Sénat, essayer d'être au plus proche du terrain, être réactif. Donc on a une décision... Ça, c'est un problème pour vous, que le déconfinement se fasse... Alors, il y a le déconfinement qui est fait de manière nationale, et il peut y avoir ce que le chef de l'État appelle des freins d'urgence au niveau local. Oui, en fait, le discours est un discours qui est et une perspective qui est rassurante pour les Français qui n'en peuvent plus, il faut dire les choses comme elles sont. Les restaurateurs veulent travailler, les salariés veulent retrouver une capacité de travailler en dehors du télétravail pour se resocialiser, parce que s'il y a une révélation à l'occasion de cette crise, c'est que l'homme est un être social et il a besoin d'interaction, il a besoin de contact, il a besoin de coopération dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, dans sa vie intime. Donc le vrai sujet avec les propositions du président de la République, c'est qu'il trace des perspectives, mais quand on regarde dans le détail, toutes ces perspectives de liberté retrouvées sont conditionnées avec des critères qui sont évolutifs. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, en octobre, il fallait qu'il y ait moins de 5000 personnes contaminées par jour pour envisager un déconfinement. Aujourd'hui, on est quasiment à 6 fois plus chaque jour et on est en train de mettre des perspectives de déconfinement. Donc, avec plus d'objectifs chiffrés sur le nombre de cas. Plus d'objectifs chiffrés. C'est une erreur ? C'est effectivement d'avoir une nécessité psychologique, mais en même temps, quand on est dans le pratico-pratique, je ne suis pas sûr que ça aille au bout. Parce qu'il y a tellement de conditions pour que le plan global de liberté soit effectivement mis en œuvre qu'il risque d'y avoir des déceptions. Et c'est bien la difficulté, l'ambiguïté de cette communication, une communication sur... On a une valse à 4 temps qui s'ouvre avec 4 dates, mais je crains qu'il y ait effectivement un peu du trébuchet dans cette valse à 4 temps qui est encore très déséquilibrée et qui ne permet pas, avec certitude, de réouvrir des perspectives positives pour les Français, pour une raison simple. C'est qu'on est encore dans la crise épidémique, on est sur le plateau. On n'est pas dans une période où on est sorti de la crise. Et puis il y a une deuxième chose, on en parlera probablement, c'est la difficulté aussi de parler de manière générale à tous les Français. À ce jour, tous les Français ne peuvent pas être vaccinés. Or, une des stratégies gouvernementales, une stratégie d'ailleurs dans l'intérêt du pays, c'est de pouvoir vacciner le plus possible pour ouvrir dans les conditions les plus sécures l'ensemble des activités dont on vient de parler dans cette valse à 4 temps. Et effectivement, on va reparler de cette question de la vaccination, mais d'abord le déconfinement qui était attendu par le monde de la culture, notamment. C'est un sujet que vous suivez particulièrement, Jean-Michel Arnaud. Vous êtes rapporteur de la mission d'information du Sénat sur les effets de la crise Covid. Vous avez publié des recommandations pour le monde de la culture. On va parler de tout ça avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Et Steve, Emmanuel Macron a donc présenté dans la presse quotidienne régionale les grandes étapes du déconfinement, on vient de le voir, et on en sait un peu plus, notamment en ce qui concerne la culture. À vos agendas, prêts, partez. Le 3 mai, lundi prochain, rien ne change vraiment pour la culture. Il faudra attendre encore 2 semaines. Le 19 mai, c'est un mercredi, jour des enfants, réouverture des musées, des monuments, des théâtres, des cinémas et des lieux de spectacle avec du public assis. Les stades de foot aussi, on les rouvre le 19 mai. Notez bien, Oriane, que pour l'ensemble de ces activités, une jauge sera appliquée. 800 personnes maximum en intérieur, 1000 personnes maximum en extérieur. Troisième étape, c'est le 9 juin. Pas de changement en ce qui concerne le secteur de la culture. Le 30 juin, en revanche, quatrième étape, veille des vacances, fin du couvre-feu. Il sera possible de participer à des événements de plus de 1000 personnes, mais avec un pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est la présentation soit d'un certificat de vaccination,
condition, soit d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Précision importante d'Emmanuel Macron sur ce pass sanitaire. Le chef de l'État nous dit qu'il ne saurait être obligatoire dans les restaurants, les théâtres et les cinémas. En revanche, dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, les festivals, les foires ou les expositions, il serait absurde de ne pas l'utiliser, nous dit le chef de l'État. Donc, si l'on comprend bien, obligation du pass sanitaire pour ces activités-là, Oriane. Et Steve, ça ressemble quand même pas mal à ce que proposait le Sénat. Oui, c'est vous, Jean-Michel Arnaud, qui devait être content. Vous allez nous le dire. Emmanuel Macron aurait fait un excellent rapporteur de la mission d'information sur les effets des mesures de confinement. Cette mission d'information a présenté il y a 2 semaines 12 propositions pour la réouverture des lieux culturels. En vrac, citons par exemple la proposition numéro 1 qui suggérait de rouvrir les musées et monuments, les cinémas, les salles de spectacle en format assis dès la levée des mesures de restriction. Proposition 1, check. Le 19 mai prochain, on rouvre en format assis. On avance. Proposition numéro 5 du Sénat, adapter les jauges par paliers successifs. Proposition 5, check. Les jauges vont augmenter progressivement. Proposition numéro 9, Oriane, elle est importante puisqu'elle concerne le pass sanitaire. Vous proposiez, monsieur le sénateur, d'imposer pour les spectacles et les festivals l'obligation d'un pass sanitaire. Vous précisez dans votre rapport que ce pass ne devrait pas être obligatoire pour ne pas créer des discriminations entre vaccinés et non vaccinés. Proposition 9, check, pas de discrimination. C'est un impératif qui a été souligné par le chef de l'État. Jean-Michel Arnaud, si on fait le bilan en ce qui concerne la culture, il vous a plutôt écouté, le chef de l'État? Oui, nous avons travaillé avec le président Jomier et Roger Carucci, co-rapporteurs sur cette mission, en ayant vraiment eu un échange approfondi, en auditionnant un grand nombre d'acteurs de la culture française. Et il est vrai qu'on retrouve des pistes intéressantes qui correspondent aux préconisations que nous avions formulées. Là aussi, je pense qu'il faut réintroduire la réouverture avec une liberté quand même contrôlée, puisque l'ensemble de ces dispositifs, je l'ai rappelé tout à l'heure, sont conditionnés aux jauges sanitaires, si je puis dire, et non pas aux jauges des salles que nous allons réouvrir, c'est-à-dire la pression sanitaire sur les territoires. Mais ça va dans le bon sens, et je crois que le travail qui a été fait par le Sénat a probablement inspiré peut-être une partie des propositions faites en la matière. Ceci étant dit, il reste des sujets en matière culturelle qui mériteront d'être éclaircis, et j'espère que ce débat aura lieu. Par exemple, le fait que d'avoir des jauges qui sont des jauges partielles et progressives interroge sur le modèle économique, notamment des opérateurs privés de la culture, qui devront être aidés avec un financement différencié pour perte de recettes. Donc ce sont des sujets sur lesquels il faudra effectivement travailler. Il y a tout un pan qui n'est pas du tout abordé, que je vois bien dans mon département. Une partie de l'action culturelle repose aussi sur l'engagement des collectivités locales. Les collectivités locales gèrent des écoles intercommunales de musique, gèrent des conservatoires. Or, sur ces sujets-là, il a été impossible de pouvoir offrir, notamment dans les zones rurales ou dans les zones urbaines à taille humaine, si je puis dire, des possibilités de maintenir ces services en direction de nos concitoyens. Et puis, le dernier élément est le travail sur les festivals. Donc, on voit que des choses sont indiquées. Le pass sanitaire, qui n'est pas un pass vaccinal, puisqu'il est impossible de mettre en place un pass vaccinal si tout le monde ne peut pas être vacciné, permettra probablement de réouvrir des perspectives, sauf que les festivals se programment 6 mois, 1 an à l'avance, et un certain nombre de grandes dates, de grands festivals français ont déjà annoncé qu'ils ne feront pas leur édition 2021. Donc ces décisions et ces orientations viennent probablement un peu trop tard pour sauver les grands festivals français et donc peut-être sauver aussi les signatures de ces festivals français, puisque après 2 années sans festival, il est très compliqué pour certaines d'imaginer une pérennité de leur activité, voire même le maintien de perspectives de festivals pour 2022-2023. Un mot juste sur le pass sanitaire, on a compris votre position. Et Emmanuel Macron dit que ça fera l'objet d'un débat au Parlement. Vous trouvez ça bien que ça fasse l'objet d'un débat et d'un vote au Parlement? Oui, si vous me permettez, une fois de plus, les annonces sont faites. Et on discutera après avec le Parlement. Je pense que, et vous l'avez vous-même illustré à travers, par exemple, le travail que nous avons fait avec Roger Carucci, le Parlement réfléchit, est force de proposition, il n'est pas force d'obstruction. Et on s'aperçoit que des décisions sont prises, informées en direction et données à la population de manière générale, sans que le Parlement
viennent de manière concomitante travailler avec le gouvernement sur le sujet. Et c'est finalement un peu comme ça depuis le début. Et donc, par exemple, l'état d'urgence sanitaire, on nous dit qu'on rediscutera de cette question-là. Il y a une incohérence. On ne peut pas, par exemple, dire on maintient un couvre-feu et dire qu'il n'y a plus d'état d'urgence sanitaire. Il y a une contradiction. Si, à titre personnel, je n'ai pas voté à l'occasion des 2 votes au Parlement le quitus finalement gouvernemental sur l'état d'urgence sanitaire, c'est pour ces raisons-là. On ne peut pas en permanence dire qu'on écoute les territoires, qu'on écoute le Parlement, prendre des décisions et le faire savoir au plus grand public, puis ensuite venir vers le Parlement pour dire adouber, adopter sans nuance ce que le président de la République a indiqué. Je crois que là, donc il y a vous ne aussi... voterez pas non plus le 18 mai prochain sur le régime de la sortie de l'état d'urgence et le régime J'attends de voir les propositions et le texte qui nous sera proposé, mais en l'état actuel, je pense qu'il faut recoudre la relation entre les territoires et les dirigeants. Et je le mets également pour le parlementaire. Donc le parlementaire qui est quotidiennement dans son département et qui entend la population ne peut pas décemment donner les pleins pouvoirs au gouvernement, alors que sur le territoire, on voit bien qu'il y a des incompréhensions, voire même des contestations d'un certain nombre d'orientations fixées par le même gouvernement. On va remercier Steve qui revient très vite, ne vous inquiétez pas pour votre revue de presse. À tout à l'heure. Steve, on parlait de la vaccination. Alors, le chef de l'État, dans son interview, il maintient sa position, pas d'ouverture de la vaccination à tous, tout de suite. On va continuer à prioriser par âge parce que c'est plus efficace, dit-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? D'abord, le problème de la vaccination depuis le premier jour n'est pas de savoir s'il faut trier les publics à vacciner, c'est de savoir si on dispose du nombre de doses suffisantes pour pouvoir immuniser, le moment venu, la population française. Or, sur ce sujet-là, on peut dire avec force qu'il y a eu quelques échecs dans le lancement de cette campagne de vaccination. Échecs d'abord parce qu'on n'a pas eu systématiquement les doses attendues. 2, il y a eu quelques errements aussi sur les modalités de commande à l'échelle européenne. Et puis, troisièmement, il y a dans les territoires des centres de vaccination qui ont des résultats plus ou moins importants en termes d'attractivité, puisque il est dit que 300 000 doses chaque jour ne trouvent pas preneur. Donc je pense qu'il est temps d'ouvrir la palette de population. Et il est temps aussi d'accélérer, mais je crois que le plan de montée en charge du nombre de vaccinations, du nombre de doses qui va être livré dans le pays le permettra, pour notamment sur le 4e temps qui est le 30 juin, c'est-à-dire l'ouverture, si le calendrier prévu par le président de la République était maintenu, permettre notamment en direction des plus jeunes de pouvoir les vacciner et faire en sorte qu'ils retrouvent une activité économique, sociale et une activité également culturelle. Un dernier mot, puisque vous parliez des territoires. Alors Emmanuel Macron, il a annoncé une concertation avec les parlementaires, avec les élus locaux la semaine prochaine sur ce plan, et il a cette phrase « Je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays ». Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il serait temps. Il y a eu le choc des Gilets jaunes avec la tournée dans les territoires en direction et en dialogue avec les maires qui a généré la loi engagement et proximité qui était un amendement de la loi NOTRe. Il est temps effectivement de revenir au contact des élus locaux parce que souvent, et je m'associe à ces hommages et à ces remerciements, il a été salué le travail des premières lignes, les médecins, les aides soignants, les intervenants à domicile qui ont tenu sanitairement le pays et ces populations sont fatiguées. Et puis il y a eu les maires, les conseillers municipaux qui ont tenu le dernier kilomètre et qui ont surtout contribué à rompre l'isolement de certaines populations, des élus qui se sont investis, qui ont pris des initiatives. Au tout début, vous vous souvenez probablement plus, parce qu'on a déjà oublié, c'est tellement loin et tellement près à la fois. On nous expliquait que le masque servait à rien. Et je me souviens, y compris dans les Hautes-Alpes, des maires qui ont négocié avec des couturières de proximité la fabrication de masques parce qu'il n'y avait pas de masques. Des maires qui ont mis en place des centres de vaccination dès lors qu'on leur fournissait des doses. Et même des présidents de conseil régional, ça a été le cas avec Renaud Muselier dans notre région Sud-Provence à Côte d'Azur, qui ont mis en place des vaccinobus. Et c'est effectivement cet engagement des élus locaux qui a permis probablement de passer le cap. Et je pense qu'il est important aussi d'imaginer la relance en s'appuyant sur ce réseau des élus locaux. Et le plan de relance à la matière devrait également intégrer les communes pour un accompagnement pour le redémarrage et un accompagnement également des financements qui ont été engagés par ces communes pour accompagner la crise qui n'est pas encore totalement garantie aujourd'hui en termes de surcoût, en coût de fonctionnement notamment.
Ouais, on va aller voir quelles sont les réactions à cette interview dans nos régions. On va à Mulhouse où nous attend Laurent Baudin. Bonjour Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. Éditorialiste au journal L'Alsace. Et dans votre édito, Laurent, vous estimez qu'Emmanuel Macron a détaillé le calendrier, mais qu'il entre aussi en campagne électorale. C'est exact, Oriane. Le président de la République a changé de ton et de méthode. Fini le ton martial des allocutions élyséennes, place désormais aux questions-réponses via la presse quotidienne régionale. La méthode perd en solennité, mais l'objectif est clairement de gagner en efficacité. Emmanuel Macron trace donc dans nos colonnes des perspectives, mais défend aussi bec et ongle sa gestion de la crise. Il est le chef d'orchestre donnant le tempo au gouvernement de tenir le rythme et de mettre en musique désormais, sans fausse note, les instructions d'un président qui, sans le dire ouvertement, est désormais entré en campagne électorale. Emmanuel Macron n'ignore pas que la perspective pour lui d'un second mandat dépend beaucoup de la manière dont le pays sortira de cette crise. Et Laurent, toujours dans votre journal, bien sûr, vous faites réagir restaurateurs et professionnels de la culture dont on parlait il y a quelques instants. Que pense-t-il de ce calendrier présidentiel ? Alors, les réactions sont plutôt positives, Oriane, mais la prudence est de mise. Les professionnels que nous avons interrogés dans l'Alsace avaient l'espoir de redémarrer avant le week-end de l'Ascension. Ce sera donc au mieux le 19 mai. Les restaurateurs attendent désormais des précisions sur les modalités concrètes de mise en œuvre. Par contre, pour eux, rouvrir les salles de restaurant le 9 juin, après la fête des mères et le week-end de Pentecôte, est une déception. Politiquement, c'est judicieux, économiquement, c'est moins intéressant, mais on fera avec. L'essentiel est de ne surtout pas avoir à refermer, témoigne dans nos colonnes Christophe Guillot, le directeur du syndicat UMI du Haut-Rhin. Le monde de la culture, lui, ne cache pas son soulagement dans les témoignages que nous avons recueillis, tandis que les représentants des commerces d'habillement regrettent, eux, que la réouverture n'intervienne pas plus tôt. Et pour terminer, Laurent, l'Alsace consacre aussi un dossier sur la vie des commerciaux et des hôteliers, restaurateurs à l'heure des restrictions de déplacement. Oui, en effet, car en attendant la réouverture des terrasses le 19 mai, les commerciaux, eux, n'ont pas eu la chance des salariés du BTP qui peuvent manger au restaurant via des autorisations dérogatoires. Dans l'Alsace de ce vendredi, donc, nous avons recueilli le témoignage de commerciaux qui racontent leurs difficultés à manger des plats chauds en dehors des fast-foods le midi. Ces commerciaux, en fait, font le bonheur des hôtels proposant des repas en chambre le soir, un moyen pour les salariés de trouver un peu de réconfort quand il ne s'agit pas de boîtes de conserve réchauffées, mais aussi une occasion pour les hôteliers de garder la main et d'assurer, en plus des plats à emporter, un chiffre d'affaires un peu plus conséquent. Enfin, dans le dossier que nous publions aujourd'hui dans l'Alsace, nous présentons une plateforme de réservation hôtelière collaborative. Lancée en début d'année, Booking Better rassemble déjà 300 établissements en France. Son créateur est un hôtelier barinois, Jean-Claude Maes. Il a conçu cette plateforme en gardant les avantages des grandes plateformes en ligne, mais il a supprimé toutes les commissions qui font la richesse avant tout des géants du numérique avant celle des hôteliers. Une belle initiative que nous avons souhaité mettre en valeur aujourd'hui dans l'Alsace. Et merci beaucoup, merci Laurent Baudin d'avoir été avec nous. On revoit la une du journal L'Alsace, déconfinement en pente douce. C'est le titre que vous avez choisi et bien sûr la publication de cet entretien à la presse quotidienne régionale à lire dans l'Alsace. Merci beaucoup Laurent Baudin. On passe maintenant à votre revue de presse. À vous Jean-Michel Arnaud avec Steve qui revient. Et Steve, on parle politique pour commencer. Scrutin régional, scrutin départemental 20-27 juin. Et chez vous, Jean-Michel Arnaud, le président Les Républicains du département, il en veut encore. Il a annoncé cette semaine sa candidature à sa réélection. Alors, Jean-Marie Bernard, c'est son nom, défend un bilan marqué par plusieurs affaires. Il a notamment été condamné dans la célèbre affaire de la queue de loup offerte à une ancienne élue, 10 000 € de condamnation pour avoir offert la queue de cet animal protégé à l'ancienne préfète du département. Jean-Michel Arnaud, est-ce que vous êtes derrière lui malgré les affaires ? Vous savez, ces élections cantonales sont, dans notre département, organisées autour de 15 cantons. Il y a donc 15 élections. Et il s'agira de construire une nouvelle majorité issue de 15 élections locales. Et j'entends bien effectivement la volonté du président du conseil départemental
concourir à nouveau à cette responsabilité. Il a également une élection sur son propre canton, donc j'attends de voir le soir du premier tour pour voir de quelle manière les choses pourront s'organiser. Ce que je peux dire simplement, c'est que notre département a besoin d'un souffle important puisqu'il sort d'une période particulièrement difficile suite à l'arrêt total des stations de sport d'hiver. Il y a donc un malaise profond dans notre département et un malaise économique, beaucoup d'interrogations puisque notre modèle est quand même largement centré autour des stations de sport d'hiver d'une part, et d'autre part, nous en reparlerons plus en avant, probablement la crise du gel 2021 qui est une vraie avalanche, une deuxième avalanche sur l'économie de notre département. Et je crois que les enjeux sont là. Et je souhaite surtout apporter mon soutien à Renaud Muselier, qui, dans cette volonté de se dépasser les partis politiques et de rassembler le plus largement possible dans notre région, a un défi majeur, éviter que le Rassemblement national prenne la région Sud-Provence-Côte d'Azur. Et il a mon plein entier soutien dans ce combat difficile, qui est un combat de démocratie locale, d'engagement régional, et il sait pouvoir compter sur mon soutien en la matière. Juste un mot, il doit rassembler jusqu'où, Renaud Muselier? Est-ce qu'il doit rassembler jusqu'aux macronistes dès le premier tour? Il a une position qui, depuis le début, et d'ailleurs dans sa façon d'organiser la gestion de la région, il l'a démontré, qui est de s'appuyer sur les talents des régions, qu'ils soient économiques, politiques, d'où qu'ils viennent. Et il a très clairement dit qu'il avait le soutien de sa famille politique, qui n'est pas la mienne, puisque je ne suis pas membre des LR, mais en ayant comme volonté de poser un rassemblement le plus large possible avec les compétences qui veulent travailler pour la région. C'est sa ligne. Une alliance avec La République En Marche pour vous? C'est à lui d'en décider. Il n'y aura pas d'alliance avec La République En Marche. Il peut y avoir des talents venant de divers horizons. Il gouverne actuellement la région avec 6 sensibilités politiques. S'il devait y en avoir une 7e, une 8e qui veulent rassembler et faire en sorte que notre région sud rayonne, puisqu'elle est la 3e région de France, je pense que c'est à lui d'en décider, mais en tous les cas, il sait pouvoir compter sur mon soutien, et je souhaite qu'il soit le plus large possible dans mon département et dans ma région, qui a besoin de stabilité et d'un président qui assure. Et on va parler des 2 sujets que vous venez d'évoquer, le gel dans quelques instants, mais d'abord les conséquences pour les stations de ski. Sébastien Rouy est éleveur de brebis dans votre département. Il est aussi moniteur de ski l'hiver pendant la saison touristique. Tout allait plutôt bien pour lui jusqu'à l'hiver dernier. Les stations de ski restent fermées. Résultat, une perte de revenus de 90% pour Sébastien. Sébastien qui n'a pas eu le droit au fonds de solidarité car il est aussi agriculteur, mais il peine à garder la tête hors de l'eau. Il remercie sa femme car sans elle, dit-il, il ne gagnerait pas plus de 800 €. Jean-Michel Arnaud, la situation sociale est difficile en ce moment dans votre département? Oui, la situation sociale est difficile et vous prenez l'exemple dans les Alpes du Sud, presque maritime, de cet éleveur moniteur de ski. J'en compte beaucoup dans mon département. Donc on a pu, avec Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité, faire un peu évoluer la situation concernant justement la double activité de saisonniers et d'éleveurs dans notre département. Donc les choses sont plutôt bien engagées. Ceci étant dit, la vraie difficulté, c'est de pouvoir imaginer que les saisonniers puissent survivre à une 2e année blanche pour eux, puisque la saison de ski s'est achevée en mars 2020 l'année dernière, n'a pas repris cette année, et on n'a aucune perspective. Rien n'a été dit d'ailleurs, mais c'est un peu tôt évidemment pour l'hiver prochain. Or, la saison de ski se prépare maintenant. Les opérateurs de stations de sport d'hiver investissent ou n'investissent pas maintenant. Et dans notre département tout particulièrement, on a des agriculteurs qui sont également saisonniers. On a aussi des salariés saisonniers en station de sport d'hiver qui sont saisonniers dans les exploitations arboricoles de la vallée de la Durance au sud de mon département et qui ont la double peine là aussi. Donc on travaille également dans le cadre de la mission sur les effets du déconfinement, sur la territorialisation de la gouvernance et nous avons notamment commandé une étude grâce à l'intervention du Sénat sur des analyses comparées des différents modèles de gestion de sport d'hiver en Europe, et je pense que cette étude nous permettra d'avoir quelques enseignements sur l'évolution nécessaire de notre outil touristique majeur que constitue l'économie touristique de neige. Et malheureusement le temps file et je voudrais qu'on parle de cet épisode de gel. Vous avez publié une tribune avec 80 de vos collègues sénateurs et vous êtes très critique sur les mesures gouvernementales. Vous dites les annonces originellement ambitieuses ne sont en réalité qu'illusoires lorsqu'on redescend à l'échelle de l'exploitation. Vous parlez de demi-mesures. Qu'est-ce qui ne va pas?
Bon, d'abord, il y a eu, comme souvent, hein, et trop souvent dans les politiques publiques françaises, un moment d'émotion lors du constat des dégâts. Et puis, des annonces immédiates qui étaient particulièrement ambitieuses. Et puis, le travail en back-office qui est en cours. Et qui apparaît dans ses premiers éléments d'information en retrait par rapport aux attentes individuelles des agriculteurs dans leur exploitation, dans la Provence, dans la Bourgogne, dans le Bordelais, dans le Tarn-et-Garonne et bien ailleurs, puisque c'est un gel national. Et donc tout le travail que nous avons souhaité avec les 82 sénateurs qui sont associés à cet appel, c'est de rappeler au gouvernement, sans polémique, de manière posée et factuelle, l'absolue nécessité d'apporter des réponses concrètes. Je donne 2 exemples très rapides. Il faut faire sauter la règle de minimis. Grosso modo, une exploitation ne peut pas avoir plus de 200 000 euros de subvention annuelle. Or, quand on a une perte d'activité aussi forte avec le gel 2021, rapidement, les compensations peuvent aller et dépasser ce seuil. Donc il faut travailler sur cette dimension-là. La deuxième chose, par exemple, sur les calamités agricoles, à ce jour, sont retenues uniquement pour bénéficier d'une aide les exploitations qui auraient plus de 70% de calamités. Or, ce n'est pas le cas, donc il faut travailler sur ces sujets-là. Un préfet coordonnateur a été nommé, c'est un bon signe. Maintenant, il faut mettre du carburant dans le moteur pour pouvoir avancer. Et merci beaucoup. Merci Jean-Michel Arnaud d'être venu nous voir ce matin. Merci Steve, à tout à l'heure. Dans 2 minutes, on accueille Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Mais d'abord, on va regarder un reportage